Si vous deviez donner une note à l'année 2011, vous lui donneriez combien? Parce que mine de rien, c'est quand même la sortie de Skyrim, de Battlefield 3 et de Assassin's Creed Revelation. C'est aussi l'année de The Artist et la fin de la saga Harry Potter au cinéma. Et dans les choses qui m'ont marqué, il y avait aussi Party Rock Anthem de LMFAO et le début de Game of Thrones. Donc vraiment 2011, avec ce que je viens de vous citer, je pourrais lui donner un bon 16 sur 20. Mais bien évidemment, cette année ne se résume pas à ça. Et chacun a un vécu différent. Quand j'y réfléchis un peu, cette année-là, une camionnette m'a fauché pendant une balade en vélo et je ne dois ma survie qu'au fossé rempli d'orties dans lequel j'ai atterri. Donc rien que pour ça, on va dire que ma note passe de 16 à 10. Parce que j'ai quand même perdu mon vélo dans cette histoire et c'était vraiment, je vous assure, un super vélo. Tout ça pour dire que le moindre événement peut drastiquement changer cette note. Et il existe une entreprise qui avait tout pour donner un gigantesque 20 sur 20 à l'année 2011, mais qui va finir par connaître l'une des pires années de son existence. Parce que le 20 avril 2011, 77 millions de personnes se sont retrouvées dérobées de leurs informations les plus personnelles. Nom, prénom, adresse, mais pas seulement. Ces 77 millions de personnes avaient toutes un point commun, elles avaient un compte PlayStation Network. Un réseau indispensable en 2011 si vous souhaitiez acheter des jeux ou jouer en ligne avec votre PlayStation. Et donc en plus des noms et des adresses, les identifiants, mots de passe et potentiellement coordonnées bancaires étaient également dérobés. Une quantité astronomique de données avait été compromise sans que Sony, les propriétaires du PlayStation Network, ne puissent rien faire. L'attaque était chirurgicale. Aucune trace n'avait été laissée. Enfin, aucune trace à l'exception d'un fichier contenant une phrase « We are Legion ». Sony va être mis sous le feu des projecteurs, perdant des millions de dollars, obligeant les plus hauts placés de l'entreprise à s'excuser devant les caméras. Ils avaient laissé 77 millions d'utilisateurs à la merci des hackers. Et à l'origine de toute cette histoire, il y a un homme. Un homme qui, à la base, ne voulait causer aucun problème, mais qui, à cause de ses convictions, va être au centre de cette affaire malgré lui. Qui est cet homme ? Quelles sont les convictions qui l'ont amené malgré lui au centre de cette histoire? Et surtout, qu'est-il devenu après avoir involontairement causé l'humiliation d'une des plus grosses entreprises au monde? One of the largest digital data breaches in history. But Sony suffered an external intrusion, which forced their online network to shut down. This week, Sony confirmed its PlayStation network had been breached. Personal information of millions of customers. Of up to 77 million users worldwide. So great to see you in person because it's amazing what you have done. George Hotz. George Hotz. George Hotz. Je me baladais sur YouTube quand je suis tombé sur cette vidéo. Yo, it's GeoHot. And for those that don't know, I'm getting sued by Sony. Let's take us out of the courtroom. Et là, j'étais intrigué. Un subtil mélange d'émotions me traverse la tête entre gêne et curiosité. Cette vidéo, c'est la réaction de George Hotz quand il a appris que l'entreprise Sony le poursuivait en justice. Un rap. C'est pas tous les jours que Sony attaque en justice une personne spécifique et c'est encore plus rare que la réaction de la personne en question soit de faire un rap. Alors j'ai décidé de m'intéresser à George et ça tombe très bien vu que c'est lui qui va être au centre de tout ce que je vous ai présenté au début de la vidéo. Pour commencer, George il se balade sur internet sous le pseudo GeoHot. Prénom, nom, on coupe la fin, on fusionne, simple et efficace. Et George, c'est un passionné d'informatique qui, dès son adolescence, va montrer qu'il est relativement avancé pour son âge. Regardez ici, on est en 2004, George a 15 ans, et dans cet extrait plein de pixels, on le voit interviewé par une journaliste dans une émission matinale de la chaîne NBC. George, tell me a little bit about your invention. Well, I made a robot. It like maps out rooms and stuff. Put it in the heating duct to my school and it made a map of that. George a construit un robot capable de cartographier son environnement. Et je sais pas ce que vous faisiez à 15 ans, mais moi je passais mes journées sur League of Legends. Et malgré ma fulgurante progression de bronze 5 à platine 2 en saison 5, merci, je trouve quand même que ce que fait George est légèrement plus impressionnant. Et avec son invention, il devient finaliste de la foire internationale des sciences organisée par Intel. Une immense foire qui rassemble tous les jeunes génies d'une cinquantaine de pays différents et où les plus ingénieux sont nommés finalistes de la foire. Ils peuvent recevoir des prix, se faire financer leur idée par des investisseurs, recevoir des bourses d'études, ce genre de récompense. Et un an plus tard, il va redevenir finaliste avec une nouvelle invention, le Googler.
un robot capable de ramasser des objets au sol. Et 2 ans plus tard, juste avant ses 18 ans, il va encore être nommé finaliste, ce qui va lui permettre de remporter une bourse de 10 000 $ pour avoir construit un hologramme. D'ailleurs, si vous vous demandiez à quoi ça ressemble un jeune de 17 ans qui reçoit 10 000 $, eh bien voilà une photo de George sur scène durant la cérémonie, et ça se voit, il est plutôt content. Et à côté de ça, la même année, George va aussi faire des combats de robots, et là, j'ai trouvé une vidéo. Au cas où vous aviez des doutes, c'est celui-là le robot de George. Mais les inventions, les robots, les récompenses, ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Parce qu'en 2007, il y a une invention qui va radicalement changer la vie de George et aussi celle du monde entier par la même occasion. Parce qu'en 2007, c'est la sortie du tout premier iPhone. Quand les téléphones les plus populaires ressemblent à ça, ça ou à ça, forcément quand t'as ça qui arrive, les gens se ruent dessus. Dans plein de pays différents, mais surtout aux États-Unis, il y a d'énormes files de clients qui campent devant les magasins pour être sûrs d'être les premiers à pouvoir mettre la main sur ce qui va révolutionner le marché du téléphone portable et révolutionner le monde de la consommation numérique. Et ce jour-là, George, en tant que fan de technologie, il s'en procure un. Il rentre chez lui tout content et en insérant sa carte SIM dans son nouvel iPhone, il se rend compte que ça ne marche pas. Parce qu'aux États-Unis, l'iPhone ne fonctionnait qu'avec un seul opérateur, AT&T. Apple a lancé un produit qui est censé révolutionner le monde, mais aux États-Unis, il n'y a qu'un seul opérateur qui fonctionne. Ça paraît complètement stupide, mais pourtant, il y a une explication. À l'époque, les opérateurs avaient un immense contrôle sur les téléphones portables. Ils pouvaient souvent imposer leur interface, décider quelle application était disponible, et si le constructeur voulait faire une mise à jour, elle devait d'abord être validée par l'opérateur. Et ça, Apple, c'est leur pire cauchemar. Alors ils vont demander aux différents opérateurs de les laisser tranquilles et de ne pas interférer avec leur interface, leur application et leur mise à jour. Et aux États-Unis, les seuls qui ont accepté, c'est AT&T. À condition d'être le seul opérateur fonctionnel sur l'iPhone, forçant toute personne en voulant un à devenir des clients AT&T. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du marketing une masterclass. Apple révolutionne le milieu du téléphone portable sans être limité par les opérateurs et AT&T gagne 2 millions de nouveaux utilisateurs en un mois. Sauf que George, lui, il est pas content. Il n'a pas d'abonnement AT&T, lui il est chez T-Mobile parce que c'est moins cher et il a réellement la flemme d'aller demander un nouvel abonnement. Il faut se déplacer, remplir des papiers, payer des frais pour résilier l'abonnement actuel, parler à des humains, bref, il n'a pas envie. Du coup, George, à l'âge de 17 ans, va être le tout premier humain au monde à publiquement jailbreak un iPhone. Le jailbreak, c'est l'équivalent du débridage. Tu retires les contraintes du fabricant pour profiter à 100% des capacités réelles de ta machine. Typiquement, si on prend en exemple les trottinettes électriques, elles sont programmées pour ne pas dépasser une certaine vitesse, mais elles ont les capacités physiques d'aller bien plus vite. Du coup, en les débridant, on peut atteindre leur plein potentiel. En débridant un téléphone, on peut télécharger des applications interdites, complètement changer le fonctionnement du téléphone, ou alors dans le cadre de George, faire fonctionner un abonnement téléphonique qui n'est pas censé fonctionner. Ça va lui prendre 3 mois, mais il va y arriver. Avant n'importe quel groupe de hackers, avant n'importe quelle entité criminelle, George, parce qu'il a eu la flemme de parler à des humains pour changer d'abonnement, va être le premier homme au monde à publiquement jailbreak un iPhone en le postant sur YouTube. So, that's just about it. It's a full unlock of the iPhone. Directement, ça va faire le tour des médias américains. Il va être invité sur les plateaux télé pour parler de son exploit. Et ce genre d'iPhone, ça va tellement intéresser certaines personnes que George va pouvoir vivre du jailbreak en échangeant ses iPhones contre des objets beaucoup plus chers. Comme par exemple une Nissan 350Z d'une valeur de 39 000 €. George, plus iPhone, plus tournevis, plus fer à souder, égale voiture. Et il va pas s'arrêter là. George va créer un logiciel pour jailbreak les futurs iPhone 3 ainsi que les iPod Touch. Et ce logiciel, il va le partager complètement gratuitement. N'importe qui dispose du logiciel de George peut débrider son téléphone pour installer des applications interdites et modifier son téléphone comme il le souhaite. Et si George a partagé gratuitement un programme qu'il aurait pu très bien vendre ou même garder pour lui, c'est parce qu'en réalité, il déteste 2 choses: les constructeurs qui brident volontairement leur appareil et la popularité que lui a apporté le jailbreak de l'iPhone. Parce qu'il n'a pas envie d'être connu comme étant le jailbreaker de l'iPhone. Donc il va gratuitement partager son logiciel pour que tout le monde puisse soi-même débrider son téléphone et que lui puisse passer à son prochain projet.
s'attaquer à la PlayStation 3. Le 26 décembre 2009, George annonce sur un blog qu'il veut s'en prendre à la PlayStation 3. Parce qu'en 2009, ça fait déjà 3 ans que la PlayStation 3 est sortie et personne au monde a réussi à la hacker. Pourtant, des hackers dans le monde des consoles de jeux, c'est pas ça qui manque. Mais depuis 3 ans, personne n'y arrive. À titre de comparaison, la Wii, qui est sortie la même année, s'est fait jailbreak en 1 an. Vous avez peut-être déjà vu ou déjà eu une Wii qui pouvait lancer des jeux gratuitement à partir d'un disque dur par exemple. Eh bien ça, c'est grâce au jailbreak. Sur YouTube, on trouvait plein de tutos pour jailbreak la Wii de plein de manières différentes. Pour entre autres ne pas payer 50 € pour chaque nouveau jeu, mais aussi pour simplement regarder des films, jouer à des jeux d'autres consoles, jouer à des jeux modés, ou alors même installer Linux pour transformer votre Wii en ordinateur. Bref, jailbreak une console, ça peut avoir plein d'utilités. Malgré ça, je le répète, mais en 3 ans, la PlayStation est restée intacte. George décrit le travail de Sony sur la PS3 comme étant un exemple de comment toutes les sociétés devraient protéger leurs machines. Mais il en est certain, leur sécurité n'est pas infaillible. Il va complètement démonter sa console et y passer des semaines entières. Et le 15 janvier 2010, seulement 3 semaines après le début de ses travaux, alors que ça faisait plus de 3 ans que la PlayStation 3 était restée intacte, George annonce qu'il a réussi à hacker sa PS3, se rapprochant très rapidement d'un véritable jailbreak. Concrètement, il avait utilisé une fonction de la PS3 du nom de OtherOS pour installer Linux et transformer sa PlayStation en ordinateur. Ce qui pour le coup était tout à fait prévu par Sony. C'était une des promesses de la PS3, en dehors de pouvoir jouer dessus, on pouvait aussi la transformer en ordinateur. Mais George avait réussi à aller plus loin que ce que Sony avait prévu. Il va utiliser OtherOS pour avoir accès à des parties de la console réservées aux fabricants. Il arrive à un point où la console le considère comme un administrateur et va donc le laisser fouiner dans des recoins auxquels les clients normaux n'ont pas du tout accès. Il va pouvoir tranquillement chercher toutes les failles de la PS3 pour choisir laquelle il va exploiter pour jailbreak la console. Et tous ces avancements, il va les annoncer publiquement et bien évidemment ça va pas du tout amuser Sony qui décide de réagir. Ils vont tout simplement supprimer la fonctionnalité OtherOS de la PS3. Ce qui ne va absolument rien changer pour 99% des utilisateurs. Mais pour les 1% qui utilisaient OtherOS pour par exemple transformer leur PS3 en serveur ou, dans le cas de l'US Air Force, utiliser leur PS3 comme supercalculateur, d'ailleurs ces PS3 sont désormais achetables, donc si vous voulez une PlayStation du Condor Cluster, qui est un nom hyper stylé, et bien en 2025 c'est tout à fait possible. Mais du coup en 2010, les 1% d'utilisateurs qui utilisent OtherOS vont très mal accueillir cette nouvelle. Parce que désormais la moindre mise à jour de leur PS3, qui est bien évidemment obligatoire pour utiliser les fonctions en ligne de la console, va suffire à supprimer OtherOS pour toujours. Et vendre un produit en disant qu'il peut faire un truc puis enlever le truc en question une fois que les gens ont acheté le produit, eh bien c'est illégal. Ce qui va mener à une multitude de plaintes de la part des consommateurs envers Sony. Mais Sony, ils vont en avoir absolument rien à foutre. Dans mes recherches, j'ai retrouvé le verdict d'une plainte qui regroupait plusieurs consommateurs et au bout de 6 ans de combats juridiques, durant lesquels beaucoup des plaignants vont abandonner l'affaire, Sony va être obligé d'accorder une compensation aux personnes ayant acheté une PS3, pouvant prouver qu'ils l'ont acheté à cause de la fonctionnalité OtherOS, entre 55 et 9 $. Ah la justice! Au final, 1 an plus tard, la compensation va être revue à la hausse pour 65 $, mais payer une PS3 500 balles pour passer 7 ans à se battre contre Sony pour recevoir 65 balles, ça la fout un peu mal. C'est une victoire symbolique pour les consommateurs, mais dans les faits, c'est une victoire pour Sony. Mais revenons en 2010. Dans les 1% de personnes concernées par la suppression d'OtherOS, il y a ceux en colère contre Sony, qui, on a vu, vont passer un peu de temps au tribunal, et ceux en colère contre George. Parce que selon eux, sans George, OtherOS n'aurait pas été supprimé. Du coup, pour se venger de George, ils vont le doxer. Ils vont divulguer son numéro de téléphone et son adresse sur internet. Alors bien sûr, il va recevoir une tonne d'appels téléphoniques, insultes, harcèlement, menaces, ce genre d'appels téléphoniques. Et il va même quitter son domicile pour éviter toute potentielle attaque physique. Mais malgré tout ça, il va pas se décourager à trouver un autre moyen d'hacker la PS3.
Vers la même période, un groupe anonyme de hackers va réussir à trouver une faille dans la sécurité de la PlayStation 3 en utilisant un dongle USB qu'ils vont commercialiser pour 132 € unité. Un dongle, c'est relativement similaire à une simple clé USB et il suffisait de passer commande pour que le groupe vous envoie un dongle préprogrammé capable de temporairement jailbreak votre PS3. Temporairement parce que Sony va rapidement mettre en place une mise à jour qui va corriger la faille et rendre les dongles inefficaces. Et en voyant ça, George va redoubler d'efforts pour faire mieux. Il veut trouver le moyen de jailbreak la PS3 qui soit accessible au plus grand nombre et qu'il pourra partager gratuitement. Avec OdorOS, il avait réussi à forcer l'accès de la console. Cette fois-ci, il va tenter une autre approche. Faire croire à la PS3 que les programmes qu'il veut exécuter sont des logiciels officiels validés par Sony. Et ça, il va pas y arriver tout seul. En décembre 2010, il y a un groupe qui va faire une découverte majeure concernant la PS3, le groupe Fail Overflow. Pour s'assurer que la PS3 ne fasse tourner que des logiciels officiels, Sony va signer les logiciels avec une clé qu'ils sont les seuls à connaître. Et pour protéger leur clé, ils vont la chiffrer. Mais le groupe Fail Overflow, en fouillant à travers différentes PS3, ils avaient découvert le système précis de cryptographie que Sony utilisait pour chiffrer leur clé. Le système ECDSA. Un système de cryptographie qui, pour faire très simple, se base entre autres sur la valeur K. Une des conditions pour que le système ECDSA fonctionne, c'est que K ne soit jamais le même sur deux signatures différentes. Pour faire simple, une clé, souvent ça ressemble à ça. Mais en la chiffrant avec ECDSA, la clé passe à travers plusieurs calculs et finit par ressembler à ça, avec R d'un côté et S de l'autre. Les deux étant des suites de chiffres et de lettres, donc quand quelqu'un va lire la signature, il va lire un truc dans ce style-là. Et je vous épargne les détails mathématiques, mais si on utilise un cas différent à chaque fois, R ne peut jamais être identique. Mais si vous faites l'erreur d'utiliser le même cas pour signer deux applications différentes, ou deux jeux différents, ou deux fichiers de sauvegarde, bref n'importe quoi, eh bien R sera identique sur les deux signatures. Et avec deux signatures qui ont le même R, on peut mathématiquement retrouver la clé cachée. Ça prend du temps, mais c'est juste une question de mathématiques. Maintenant, devinez qu'il y a eu la brillante idée d'utiliser le même cas sur plusieurs signatures différentes, permettant à n'importe qui d'assez déterminé de découvrir la clé secrète qui permet de signer et donc d'autoriser n'importe quel programme sur la PS3 ? Non, sérieusement, devinez. Sony is there for your every emotion. George, il rentre en contact avec Fail Overflow, il va récupérer la clé qu'ils avaient trouvée, et c'est parti. Il développe des programmes qui lui donneront tous les accès dont il a besoin, les fait signer avec la clé qu'il a trouvée. La PS3, elle voit la signature, elle la valide, du coup elle exécute les programmes de George et le tour est joué. La PlayStation 3 vient d'être jailbreak avec une méthode qui pourra être partagée complètement gratuitement et qui pourra permettre à n'importe qui de faire passer n'importe quel programme pour un véritable programme officiel certifié par Sony. Et comme mettre à jour une clé de signature est beaucoup plus compliqué pour Sony que simplement combler une faille de sécurité, George Hotz, grâce à l'aide de Fail Overflow, va être considéré comme étant le premier à avoir réellement battu Sony dans le jailbreak de la PlayStation 3 en janvier 2011, un peu plus de 4 ans après la sortie de la console. Donc là, on s'attend à ce que George partage la clé à tout le monde, mais avant d'en effet partager la clé à tout le monde, il va faire un geste envers Sony. Il va prendre position en disant qu'il ne soutient pas le piratage de jeux vidéo. Il va même développer un système d'exploitation qui empêche la PS3, une fois jailbreak, de faire tourner des jeux piratés. Ce qui réduit énormément l'intérêt de jailbreak la console pour une grande majorité des gens qui, on va pas se mentir, jailbreak dans le quasi unique but de pouvoir jouer à des jeux gratuitement. Mais George, il a envie de montrer à Sony qu'il n'est pas méchant. Il a envie de leur montrer que son intérêt, c'est pas le piratage de jeux vidéo, mais que c'est simplement de donner aux propriétaires d'une PlayStation 3 le plein contrôle sur la machine qu'ils ont achetée. Et il va même adresser un message aux trois grands constructeurs de consoles, Microsoft, Nintendo et Sony, en leur disant « Si vous voulez que vos prochaines consoles soient mieux sécurisées, contactez-moi ». Il leur propose de travailler pour eux. Mais Sony, comment dire, il s'en terraforme le Super Zorus. I'm getting sued by Sony. The lawyers Muddy Water and TRO Stall out of business is jail for me and you're suing me civilly. Exhibit this in the courtroom. Go on, do it. I dare you. Alors que George pensait couper la poire en deux en trouvant un terrain d'entente avec Sony, eux ont lâché les avocats contre lui et contre plusieurs membres du groupe Fail Overflow. C'est un message très fort que Sony va envoyer.
utilisez votre PS3 comme nous le voulons ou alors on vous traînera devant les tribunaux. Ce qui ne fait aucun sens. Si j'achète une PS3 et que je veux y installer un mode pour optimiser la vitesse de rotation des ventilateurs pour réduire la surchauffe, il n'y a aucune loi qui m'en empêche. C'est ma PS3 que j'ai payée avec mon argent. Le produit, une fois vendu, n'appartient plus à Sony. Mais les avocats de Sony vont sortir la carte du copyright. Ils vont dire que laisser les gens jailbreak pousse au piratage des jeux, ce qui pour le coup est réellement illégal. Et peu importe que George ou FileOverflow n'ait pas développé d'outils pour le piratage de jeux, le simple fait que George ait publiquement révélé la clé de Sony va permettre à d'autres hackers de développer des outils de piratage. C'est ça l'angle d'attaque juridique de Sony. Et ça va hyper bien marcher. George va être la première personne au monde à recevoir l'interdiction par la loi de jailbreak la PS3 ou même simplement de parler de hacker la PS3. Ils sont doués les avocats de chez Sony. D'ailleurs, ils sont tellement doués qu'ils vont réussir à obtenir l'autorisation de répertorier toutes les adresses IP qui ont visité les réseaux sociaux de George pour identifier tous ceux qui auraient vu sa vidéo sur le jailbreak de la PS3. Et ils vont même recevoir l'autorisation d'accéder à l'historique PayPal de George pour identifier tous ceux qui lui auraient fait des dons pour l'aider à payer son avocat. L'équipe juridique de Sony, ils sont à deux doigts de demander les numéros de carte bleue de tout le monde pour se payer des kilotonnes de champagne. Ils sont sur une immense win streak. Tout ce qu'ils demandent est accordé par le tribunal. Si c'était un match de boxe, George serait actuellement en boule dans le coin du ring, en train de se faire tabasser pendant que l'arbitre lui crache dessus. Mais ce match allait rapidement prendre une toute autre tournure. Hello Sony. It has come to our unfortunate attention that you have decided to interrupt the free flow of information. Le groupe de hackers Anonymous venait de faire son entrée sur le ring avec un message très clair. Vos récentes actions contre George Hotz sont impardonnables. Nous sommes Anonymous. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Soyez prêts. Quelques heures après ce message, le site officiel de Sony et de PlayStation étaient tous les deux hors service. Et les personnes haut placées chez Sony vont tomber une par une. Numéro de téléphone, adresse, description de leur maison, nom et prénom de toute leur famille. Tout était maintenant posté en ligne devant une foule en colère et certaines personnes ne vont pas hésiter à utiliser ces informations. Je viens de commander un tas de pizzas livrées à la maison de Trayton sous le nom d'Anonymous. Personne n'a d'infos sur les enfants de Stringer. Quelqu'un est allé fouiller les poubelles de son immeuble. On a toutes les infos qu'il nous faut. Appelle les services sociaux et porte plainte pour maltraitance contre ses enfants. Ou ça va trop loin? Appelle l'école de son gosse et fais-leur croire que le gamin a été emmené d'urgence à l'hôpital. Le combat avait pris une toute autre tournure. Mais George, lui, c'est pas ce qu'il voulait. Dévoiler des adresses et menacer des membres de famille, ça c'est pas ses méthodes à lui. Il est devenu spectateur d'un combat qui le dépasse. Et quelques jours plus tard, le 17 avril 2011, un incident étrange va avoir lieu. Dans les bureaux de Sony à San Diego, de multiples serveurs vont redémarrer sans autorisation. Et c'est seulement 3 jours plus tard que Sony va découvrir que leurs serveurs ont été infiltrés. Les données de 77 millions d'utilisateurs PSN ont été dérobées. Sony, ils vont pas avoir le choix. Ils vont devoir éteindre les serveurs PSN pour trouver la brèche et la combler. Du coup, des millions de personnes ayant payé leur accès PSN s'en retrouvent privés. Plusieurs jours vont passer et en tentant de trouver la brèche qui avait été exploitée, Sony va découvrir le fichier qui portera les accusations sur le groupe Anonymous. We are Legion, le slogan du groupe. Cependant, Anonymous va nier avoir commis l'attaque en stipulant que Sony essaye juste de se faire passer pour des victimes alors qu'ils sont simplement incompétents. Et avec les jours qui défilent, Sony va être obligé de s'expliquer auprès de leurs clients et de leur avouer la vérité. Une personne non autorisée a réussi à obtenir les noms, adresses, pays, date d'anniversaire, identifiant et mot de passe de vos comptes. Bien que nous n'ayons aucune preuve que vos informations bancaires ont été touchées, nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Suite à cette annonce, la société va plonger en bourse, perdant plusieurs milliards de dollars de valeur. Et le PSN ne donnera toujours aucun signe de vie. Le 15 mai 2011, le PSN revient enfin. Mais les problèmes de Sony sont loin d'être terminés. Le Congrès des États-Unis va lancer une enquête contre Sony et leur méthode de protection de données qui va encore un peu plus salir l'image de la société. Parce que c'est rarement bon signe quand le Congrès américain enquête sur ta boîte.
Enquête qui, heureusement pour eux, ne va pas aboutir en amende. Contrairement à l'enquête de l'Information Commissioner Office, qui elle va condamner Sony à une amende de 250 000 livres. Une pichenette comparée aux milliards que Sony avait déjà perdu, mais une punition symbolique qui enfoncera Sony encore un peu plus. Ils enchaînent les défaites à tel point qu'il y a même des regroupements de clients PSN qui vont porter plainte contre Sony dans l'espoir de gratter un peu d'argent. Ce qui est l'équivalent de faire les poches d'un mec KO sur le trottoir. Alors ça, pour le coup, ça passera pas. Les clients vont se faire recaler par les juges parce que bon, faut pas pousser mémé dans les orties quand on est déjà en train de se noyer avec l'eau du bain. Pour se racheter une image auprès de leurs clients, Sony va promettre de dédommager tous ceux victimes de futures usurpations d'identité ou de futures fraudes bancaires. Ils vont également offrir 30 jours d'abonnement PSN et 2 jeux gratuitement à tous leurs clients qui leur restent fidèles. Et du côté des clients qui n'ont désormais plus confiance en eux, ils vont leur proposer un remboursement total de l'argent stocké sur leur portefeuille PSN, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Sony, qui se pensait tout puissant devant George, avait finalement perdu le combat face à un adversaire bien plus coriace. Mais du coup, après cette histoire, George, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il va travailler pour Facebook. Mais il va dramatiquement s'ennuyer. Alors, il va être embauché chez Google, où il va également mourir d'ennui. Jusqu'au jour où il va être contacté par Elon Musk pour travailler sur les pilotages automatiques des voitures Tesla. À l'époque, Tesla utilisait le système d'autopilote AP1 détenu par la société Mobileye, ce qu'Elon n'aimait pas trop. Il souhaitait avoir son propre système et ne plus être dépendant de Mobileye. Donc Elon, il va dire à George, je veux un nouveau système à la hauteur de Mobileye. Si tu me le codes pour demain, je te donne 12 millions de dollars. Mais pour chaque mois en plus que tu prendras à le coder, je retirerai 1 million. Et George, il va gentiment lui répondre, non, je vais développer un système d'autopilotage, mais au lieu de te le donner pour que tu le gardes pour toi et ta marque, je vais en faire un système installable sur une grande variété de véhicules. Et en plus de ça, je vais mettre le code de mon autopilote en open source pour que quiconque puisse s'en inspirer et même y contribuer pour rendre compatibles des voitures auxquelles on n'aurait pas pensé. Parce que si je te donne ce que tu veux, tu vas enfermer le consommateur dans un système avec tes lois, tes règles et toutes les contraintes qu'auront tes programmes. Et moi, je veux que le consommateur soit libre. Et du coup, c'était un grand monologue, mais c'est littéralement ce qu'il a fait. Il a ouvert sa propre boîte, conçu un autopilote, développé un boîtier installable dans plein de voitures différentes. Comme ça, les gens n'ont pas besoin de claquer 40 000 balles dans une nouvelle voiture pour avoir accès à l'autopilote. Et si vous voulez vous inspirer du code pour faire votre propre autopilote, bah allez-y, il est disponible en ligne complètement gratuitement. Enfin, faites gaffe quand même, hein, mettez pas des caméras de Wico sur votre prototype qui seront capables de confondre le prochain virage avec un gosse à vélo, s'il vous plaît. Mais George, il a tenu sa promesse. Il a créé un produit fonctionnel tout en permettant aux gens qui voulaient faire leur propre produit d'être libres de toute contrainte arbitraire. Et en vérité, c'est ça que j'aime bien avec George. Depuis le début, il a jamais changé. Son premier jailbreak de l'iPhone, c'était pour se libérer des contraintes arbitraires que lui imposait Apple. Son jailbreak de la PS3, c'était pour permettre à tout le monde de profiter pleinement des réelles capacités de la console. Pour permettre à tout le monde d'être réellement propriétaire de ce qu'il a acheté. Il est un peu spécial. Ok, mais il a un idéal où le savoir est partagé et où le consommateur est libre d'être réellement propriétaire de ce qu'il achète.